La Gendarmerie royale de Terre-Neuve est l'une des plus anciennes forces policières d'Amérique du Nord. Si sa formation officielle date de 1871, ses racines sont bien plus profondes. En effet, en 1729, le gouverneur Henry Osborne divisait l'île en 6 districts et leur affectait des gendarmes. Ainsi, en 1732, on comptait 31 gendarmes dans l'île. Ce nombre va augmenter au gré des décennies, mais jamais assez pour compenser la croissance de la population. Dès les années 1850, une force policière plus nombreuse et mieux organisée était devenue nécessaire. Jeudi soir dernier, des cambrioleurs sont entrés par effraction dans le magasin de Mme John O'Brien sur la rue Water et ont soutiré 8 livres sterling de la caisse. Ces voleurs ont troué le volet de la porte vitrée qu'ils ont fait voler en éclats pour la déverrouiller et perpétrer leur forfait. Ces malfrats courent toujours. Ce méfait ne révèle-t-il pas le besoin criant d'une police de nuit? Espérons que les autorités s'empresseront de constituer une force efficace pour assurer la protection de la ville durant l'automne et l'hiver. La situation est devenue explosive le 8 novembre 1870 lorsque la Grande-Bretagne a retiré sa garnison du Fort Townshend de St. John's. Jusqu'alors, les soldats avaient aidé à policer la colonie. Leur départ forçait le gouvernement de Terre-Neuve à remplacer le système de gendarmes locaux par une force plus efficace. Pour organiser et diriger le nouveau service, le gouvernement a embauché Thomas Foley. Fort de ses 22 ans de service dans la Gendarmerie royale d'Irlande, Foley était tout désigné pour ce rôle. Il a débarqué à St. John's en avril 1871 et le mois suivant, l'annonce suivante paraissait dans la Royal Gazette. Recherchant plusieurs jeunes hommes forts et actifs, âgés de 19 à 27 ans, célibataires ou veufs, sans enfants et mesurant au moins 5 pieds 8 pouces. Ils doivent être réputés pour leur honnêteté, leur sobriété et leur fidélité, capables de lire sans difficulté tout document écrit et d'écrire lisiblement. Avant l'embauche, ils devront se prêter à un examen médical et être déclarés aptes au service. Foley a établi au Fort Townshend le quartier général de ce nouveau corps policier inspiré de la Gendarmerie royale d'Irlande. Il ne va toutefois occuper que 2 ans le poste d'inspecteur général de la nouvelle gendarmerie. Décédé subitement en 1873, il sera remplacé par Paul Carty. Avec ses 24 années d'expérience dans la Gendarmerie royale d'Irlande, Carty a su diriger avec compétence la gendarmerie terre-neuvienne de 1873 à 1885. Ce fut une période de croissance rapide. 27 nouveaux commissariats de police ouvrent leurs portes dans l'île, dont les premiers sur la côte ouest. En 1883, la gendarmerie compte une centaine d'hommes et même une unité de police montée. Le constable John McCowan a joué un rôle important dans la formation de cette unité. Vétéran de la Gendarmerie royale d'Irlande comme Carty et Foley, il avait immigré à St. John's en 1871 pour se joindre à la nouvelle gendarmerie de la colonie et aider à son organisation. Au cours des 8 années suivant son arrivée, il a servi dans plusieurs localités, notamment à Harbour Grace et Catalina. En 1870, McCowan a été nommé gouverneur du pénitencier de St. John's, poste qu'il a occupé jusqu'en 1895, année où il est devenu le nouveau chef de la gendarmerie de Terre-Neuve. La même année, le gouvernement a confié aux forces policières la responsabilité du service d'incendie de St. John's. En conséquence, McCowan est devenu inspecteur général de la gendarmerie de Terre-Neuve et du service d'incendie de St. John's. McCowan a joué un rôle majeur dans l'expansion et la réorganisation de la gendarmerie. Sous sa gouverne, la ville de St. John's est scindée en 3 districts policiers, le centre, l'ouest et l'est. Des casernes de pompiers sont ouvertes dans chaque district, abritant chacune un poste de police et des quartiers pour les agents de la paix.
20 gendarmes sont affectés à la caserne du district central. Celles des districts Est et Ouest en abritent 14 chacune. Toutes ces casernes sont en étroit contact avec le quartier général de la gendarmerie à Fort Townsend grâce à une toute nouvelle technologie, le téléphone. McCowan a aussi créé un service de détective au sein de la gendarmerie pour enquêter sur les crimes les plus graves. Il s'agissait du précurseur de ce qui est aujourd'hui la division des enquêtes criminelles de la Gendarmerie royale de Terre-Neuve. L'année 1908 a vu une autre première, avec la nomination de John Sullivan au poste d'inspecteur général de la gendarmerie. Ce natif de Trinity devenait ainsi le premier Terre-Neuvien à diriger le service de police depuis 1871. Il avait collaboré étroitement avec McCowan à la fusion du service d'incendie et de la gendarmerie. À la mort de McCowan en 1908, il l'a remplacé à la tête du service policier pour être officiellement nommé à son poste en 1909. Les années 1920 ont été marquées par l'entrée en service des premiers gendarmes au Labrador. Des rumeurs de découverte d'un riche filon aurifère à Stag Bay ont attiré une ruée de prospecteurs. Les 12 gendarmes dépêchés dans la région seraient connus comme la police de la Côte d'Or. Les promesses de ce filon ne s'étant pas concrétisées, les gendarmes ont quitté le Labrador l'année suivante. Ils y sont revenus une dizaine d'années après, mais une fois encore pour peu de temps. Avec la création du corps de Rangers de Terre-Neuve et Labrador en 1935, ces agents ont remplacé les gendarmes au Labrador et dans certaines régions isolées de l'île. À cette époque, la Grande Dépression avait plongé la colonie dans une terrible crise économique. Le chômage était endémique et la population était agitée. Dans les journaux, les gens réclamaient du gouvernement qu'il crée des emplois ou augmente les subventions de secours. Le mécontentement s'est mué en fureur quand le premier ministre Richard Squires a été accusé de détournement de fonds publics en 1932. Le 5 avril, une manifestation devant l'édifice colonial a viré à l'émeute. Quelques 10 000 personnes ont fracassé les fenêtres de l'immeuble, l'ont envahi et ont saccagé les bureaux du gouvernement. Quelques gendarmes ont été blessés durant l'affrontement, dont 2 qui ont dû être hospitalisés. De crainte d'une répétition de ces troubles, la gendarmerie a créé une force de réserve de plus de 100 hommes qui est demeurée en service jusqu'en 1938. À ce moment, Patrick O'Neill était chef de la gendarmerie. Sous sa gouverne, les programmes de formation du service ont été améliorés. O'Neill a envoyé quelques gendarmes suivre un entraînement spécial à Scotland Yard, au collège de la GRC de Regina et avec le FBI à Washington. À leur retour, ces hommes ont dispensé des séances d'entraînement au Fort Townsend pour transmettre leur apprentissage à leurs collègues. Le début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, a eu un impact majeur sur le service policier. Les gendarmes ont dû enquêter sur des rapports d'espionnage et de sabotage, monter la garde à des emplacements stratégiques et composer avec l'influx massif de milliers de militaires venus du Canada, des États-Unis et d'Angleterre. Ils ont aussi dû saisir 2 navires battant pavillon ennemi et garder des prisonniers de guerre à un camp d'entraînement à Kizividi. Un strict couvre-feu était aussi en vigueur, ce qui rendait le travail policier plus difficile et dangereux durant la nuit, quand tout éclairage artificiel était réduit au minimum. Pour composer avec ce surplus de travail et l'augmentation des risques liés à la guerre, la gendarmerie a créé une division de la sécurité. D'autres changements ont accompagné l'union avec le Canada en 1949. La Gendarmerie royale du Canada a remplacé celle de Terre-Neuve dans toutes les régions de la nouvelle province, sauf à St. John's. Elle a aussi absorbé le corps de Rangers de Terre-Neuve. La Gendarmerie de Terre-Neuve a fermé une quinzaine de postes dans l'île, relocalisant ses membres et leurs familles à St. John's.